Et Jean-Michel Arnaud, on va revenir sur ces sujets. Vous êtes sénateur centriste des Hautes-Alpes, mais d'abord on va regarder les unes de la presse régionale. On commence par la une du Midi Libre. Éolien, solaire, vent mauvais sur le renouvelable. L'Assemblée nationale qui doit se prononcer aujourd'hui sur la loi de programmation énergétique qui pourrait suspendre par un moratoire le développement des énergies propres, ce qui serait un coup dur pour la filière. C'est un texte issu du Sénat. La deuxième une, c'est celle de la Dépêche. Vers un nouvel été de sécheresse, entre nappes affaiblies par un printemps sec et projections météorologiques peu rassurante, la gestion de l'eau s'impose comme un enjeu stratégique pour les mois à venir. Et puis dernière une, c'est celle de Presse Océan et le département de la Loire-Atlantique qui attend le loup présent dans les départements limitrophes. Le loup est déjà passé en Loire-Atlantique, classé par le préfet en zone possible d'expansion pour permettre aux éleveurs de se prémunir. C'est des sujets sur lesquels vous travaillez beaucoup ici au Sénat. Lequel avez-vous envie de commenter ? J'ai envie de commenter le sujet sur le développement des énergies renouvelables. Je trouve que l'Assemblée nationale donne un mauvais coup non seulement à la filière mais au territoire. Dans mon département, dans les Alpes du Sud, nous avons ces derniers jours inauguré plusieurs centrales photovoltaïques. C'est à la fois une contribution majeure au mix énergétique, à côté du nucléaire, bien évidemment, à côté de l'éolien en mer. Le photovoltaïque est indispensable pour pouvoir développer un équilibre énergétique dans ce pays. Et c'est également un sujet important pour les territoires ruraux. On a encore dans les territoires de France des espaces qui sont des espaces potentiellement équipables et qui sont aussi des opportunités pour atteindre l'autonomie énergétique dans les territoires et renforcer aussi les bases fiscales, les possibilités de revenus par location de terrain des collectivités les plus rurales. À un moment où nous avons besoin, face au choc au Moyen et au Proche-Orient, lié à la crise entre Israël et l'Iran, de pouvoir gagner en autonomie. Quand cette capacité à développer du photovoltaïque touche les territoires les plus ruraux de France et conditionne également de nouvelles façons de recéter, d'avoir des revenus pour les collectivités locales, je pense que les députés Donc sont complètement... vous espérez que l'Assemblée rejette cette proposition de loi Grémier ? Les députés dans cette affaire, avec tout le respect que je dois à toutes les institutions de la République, sont à côté de la plaque. Il faut retrouver un peu de la raison, il faut retrouver une cohérence dans les positions qui nécessitent... C'est surtout les députés LR et RN qui ont voté, qui ont modifié le texte. Écoutez, quels que soient les députés, dès lors qu'une décision est mauvaise, je la critique d'où qu'elle vienne. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas être dans les territoires pro-énergie renouvelable et puis à l'Assemblée nationale, dans des jeux à trois bandes, politiciens, rejeter ces politiques au long cours. Le sénateur Grémier avait fixé un cap qui était un cap équilibré. Je pense qu'il faut qu'on retrouve la raison de cet équilibre et on ne peut pas non plus mener des opérations de cette nature-là très politicienne alors qu'on a besoin sur des politiques telles que celle-ci de la lisibilité à long terme. Ce n'est visiblement pas le chemin qui a été choisi par certains députés et je le regrette. On va parler de l'actualité de ces dernières heures et c'est donc l'échec pour le conclave sur les retraites. Syndicats, patronat n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur une modification de la réforme Borne. Est-ce que vous le regrettez ? Je le regrette sincèrement. On ne peut pas prôner matin, midi et soir la démocratie sociale et quand les partenaires, patrons, syndicats de salariés se retrouvent être dans l'incapacité, quelles que soient les raisons, parce que chacun se renvoie évidemment à la responsabilité d'un échec. Nous avons aujourd'hui une obligation de réussite sur la question des régimes de retraite. D'abord parce que les chiffres sont têtus, mais ils sont là. En 2035, nous aurons 10-15 milliards d'euros de déficit et en 2045, 30 milliards de déficit. Et donc, on ne peut pas continuer comme ça. Et il faut réenclencher, je crois que le Premier ministre a raison, immédiatement un dernier round de négociations en espérant que cette mise sous pression de chacun des partenaires donnera ses fruits parce qu'on ne peut pas non plus... Pour vous, la réunion avec François Bayrou et les partenaires sociaux, c'est une mise sous pression ? Ben moi, je faisais une mise sous pression, si vous me permettez, des deux côtés. Une mise sous pression sur François Bayrou, parce qu'on voit très bien que la motion de censure peut être proche. On va regarder la une de la Marseillaise, d'ailleurs, de ce matin. Bayrou sur un volcan. Pour vous, c'est ça ? Bien sûr, il est sur un volcan. Et en même temps, si vous me permettez l'expression, l'ensemble des partenaires sociaux sont également sur le volcan. Parce qu'on ne peut pas danser en permanence autour du volcan des retraites. Et moi, je souhaiterais d'abord qu'on parle de français avec vérité, c'est-à-dire un effort nécessaire, partagé, quelles que
quelques avancées avaient été produites à l'occasion de ce premier conclave sur les mères de famille, sur la nouvelle gouvernance des régimes privés. Bref, quelques avancées qui pouvaient être conclues dans la nuit. Ce n'est pas possible. Maintenant, il faut... Donc vous souhaitez une modification de la réforme Borne sur les questions de pénibilité, des pensions des femmes, sur l'âge de la décote. Je le dis d'autant plus volontiers que je n'ai pas voté le texte. J'étais un des rares sénateurs de mon groupe à ne pas avoir voté le texte parce que je considérais que l'âge pivot n'était pas l'alpha et l'oméga de toutes les solutions et que c'est un mix, comme toujours, c'est un équilibre à trouver entre pénibilité, le fait d'avoir des cotisations à la fois patronales et des salariés qui viennent réenrichir, si vous permettez, le régime de retraite. Donc il ne faut pas graver les 64 ans dans le marbre pour vous? Pour moi, non. Je crois que c'est devenu un totem, c'est devenu un chiffon rouge. Je pense qu'il faut trouver un point d'équilibre plus global. Et il faut surtout, et c'est peut-être le seul message que je souhaiterais exprimer ce matin, qu'on sorte de cette question des retraites pour que ce sujet soit derrière nous au moment des élections présidentielles, parce qu'on doit parler d'abord aussi aux Français de leur vie quotidienne, la question de la sécurité, la question du travail, la question de l'éducation, et que la question des retraites a déjà totalement pourri le sujet des élections législatives qui ont eu lieu lors de la dissolution, les précédentes. Voilà, je pense qu'il faut qu'on règle ce problème pour quelques années. Et qu'on Mais ça veut dire que pour vous, ça doit être réglé avant la présidentielle, parce que le RN, par exemple, dit que ce sera un sujet de la présidentielle 2027. Évidemment, c'est un sujet clivant, et tous les extrémistes sont pour des sujets clivants. C'est tellement facile de dire, il faut mettre la retraite à 64 ans, on résoudra tous les problèmes. On a besoin d'une culture de dialogue social dans ce pays. Et donc François Bayrou tente une dernière chance sur ce dossier. Je pense qu'il a raison. Il faut aller jusqu'au bout. Vous pensez que ça peut aboutir là? Je pense que le MEDEF et la CGPME doivent mettre un peu d'huile un peu dans les rouages. Et il faut également que l'on écoute la France des salariés, la France des lève-tôt, qui ne veut pas aussi, notamment quand cette France-là est exposée à des travaux très pénibles, travailler jusqu'à l'usure et ne pas pouvoir profiter d'ailleurs d'une retraite, parce que quand on est usé à 63, 64, 65 ans, on ne profite pas d'une retraite comme les cadres ou les professeurs d'université ou les journalistes. Est-ce que si François Bayrou réussit à arracher un accord, vous le voterez, vous, au Parlement? Enfin, moi, dans tous les cas, s'il y a un accord dans le cadre de cet échange de démocratie sociale, je ne vois pas comment les parlementaires, où qu'ils se situent, pourraient rejeter un accord trouvé, même sous le haut patronage in extremis du président de la République, entre les partenaires sociaux. On ne peut pas être d'un côté pour le dialogue social, et quand le dialogue social, si on y arrive en dernière minute, mais c'est toujours comme ça, c'est les derniers pas qui sont les plus difficiles, trouve une solution, ne pas l'approuver. Est-ce que vous comprenez que la gauche, notamment la France Insoumise, veuille censurer François Bayrou sur ce sujet? Moi, j'ai toujours compris que sur une même pièce, on a deux faces, l'extrême gauche, l'extrême droite, et la déstabilisation, elle est inhérente à ce type de parti politique. Donc je ne suis surpris en rien des extrémismes des extrémistes. L'autre actualité de la nuit, c'est cette annonce un peu surprise de Donald Trump qui parle d'un cessez-le-feu. Est-ce qu'on va vers la fin du conflit entre Israël et l'Iran? Écoutez, moi je reviens à la source. Le 7 octobre, tout est parti de là. On a vu que progressivement, la région s'est embrasée. Donc quand Donald Trump aujourd'hui dit on va avoir un cessez-le-feu, hier il disait que finalement la seule solution était la force et que la force était la paix. Je pense que là aussi, il faut que tout le monde se calme. Les enjeux sont évidemment essentiels d'abord pour les habitants de ces régions. Je pense évidemment aux Palestiniens à Gaza, mais je pense surtout et parallèlement aux Israéliens qui sont depuis des décennies l'objet d'attaques frontales de l'Iran, du Hezbollah, et qui, à défaut d'être dans légitime défense, ont tout à fait, légitimité à vouloir défendre leur pays. Et en même temps, nous avons besoin de calme et que finalement la voie de la diplomatie retrouve son chemin, parce que ce n'est que par la diplomatie qu'on trouvera les pôles d'équilibre nécessaires dans cette région en feu depuis des décennies. Il va y avoir un débat au Parlement sur ce sujet. Qu'est-ce que vous en attendez? D'abord, il me paraît nécessaire que les parlementaires soient associés aux réflexions, que toutes les sensibilités puissent s'exprimer. Le Premier ministre... Vous demandez de la clarification de la part de certains partis? Clarification, chacun apportera les clarifications nécessaires, mais je pense qu'il est nécessaire d'abord de réfléchir en européen et en français et de ne pas oublier que dans ce qui se joue au Proche et Moyen-Orient, c'est aussi l'influence de l'Europe.
Où en est-elle cette influence? Elle est quand même dégradée. Nous avons aujourd'hui un conflit à l'est de l'Europe, en Ukraine. N'oublions pas que l'Iran était un des principaux fournisseurs aussi de drones pour les Russes. Donc on voit bien que les choses sont aujourd'hui interlacées, interchoquées. Et donc il est nécessaire que la loi de la force soit maintenant la force de la loi et que les diplomates se mettent autour d'une table et essaient de trouver des points d'équilibre et que la paix revienne dans cette région en ayant aussi une perspective. Ça a toujours été la position française de 2 États pour la Palestine et Israël à terme. Je crois que la proposition du président de la République à terme est une proposition de bon sens, mais elle s'est faite de manière trop décalée au vu de l'embrasement complet de cette région. Donc voilà, maintenant il faut se calmer et là aussi il faut que les Américains ne mettent pas de l'huile sur le feu, mais en même temps il était important que l'on mette un coup d'arrêt à l'enrichissement de l'uranium qui peut se traduire par la création de bombes atomiques aux mains des Iraniens. Je pense que ce n'est pas souhaitable pour la paix du monde. On passe à l'actualité du Sénat. Après les JO 2024, place aux JO 2030 dans les Alpes françaises, organisées par votre région, Provence-Alpes-Côte d'Azur, et par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Un défi logistique qui nécessite un cadre juridique. Alors, le Sénat examine cette semaine un texte sur le sujet. Vous en êtes l'un des rapporteurs, Jean-Michel Arnaud. On va voir ce que contient ce texte avec Alex Poussard. Bonjour Alex. Bonjour Ariane, bonjour Jean-Michel Arnaud. Bonjour. Et Alex, près d'un an après les JO de Paris 2024, le Sénat examine donc un projet relatif à l'organisation des JO d'hiver 2030. Ils auront lieu dans les Alpes françaises. Oui Ariane, on peut le dire, la France vit une décennie olympique. Effectivement, en février 2030, les Alpes françaises vont accueillir les 26e Jeux olympiques d'hiver. Des Jeux organisés dans 2 régions, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec 4 départements différents, les Alpes-Maritimes, les Hautes-Alpes, la Savoie et la Haute-Savoie. 5 villages olympiques seront construits dans les communes suivantes à Briançon, Nice, Beauzelle, La Plagne et La Clusaz. 3200 athlètes du monde entier sont attendus sur 13 sites de compétition, des sites qui ne sont pas encore connus, le tout pour un budget d'environ 2 milliards d'euros. Que prévoit ce projet de loi ? Eh bien déjà, ce texte doit permettre d'accélérer les chantiers, de faciliter les procédures d'urbanisme, simplifier les expropriations, la conduite des marchés publics. Par exemple, l'article 15 de ce projet de loi autorise le recours à la procédure d'urgence pour prendre possession de tout bâtiment qui serait nécessaire à la construction des sites olympiques. Comme pour les Jeux olympiques de Paris 2024, le projet de loi prévoit la création de voies de circulation réservées aux véhicules qui sont liés à cet événement des Jeux olympiques, ou encore ce texte autorise le travail le dimanche dans les collectivités locales qui sont concernées par l'organisation de ces Jeux. Et évidemment, la sécurité, c'est aussi un enjeu de l'organisation de ces JO d'hiver. Bien sûr, et le gouvernement veut s'inspirer du dispositif de sécurité des Jeux Olympiques Paris 2024. Ce texte permet donc de recourir à nouveau à la vidéosurveillance par des algorithmes pour mieux détecter les mouvements de foule. Il y aura également des enquêtes administratives de sécurité pour le personnel des sociétés de transport. Les agents de sécurité privés pourront fouiller les véhicules qui se rendent sur les sites olympiques. Et puis, certaines personnes considérées comme des menaces à l'ordre public pourront être interdites de paraître sur les lieux de l'événement. Et notez que sur le volet budgétaire, dans le début de l'examen de ce texte, le Sénat a supprimé en commission la garantie financière assurée par les collectivités locales en cas de déficit de ces Jeux olympiques. Jean-Michel Arnaud, une loi déjà pour ces Jeux olympiques d'hiver 2030 dans les Alpes françaises, alors que les sites olympiques ne sont pas encore connus. Est-ce que c'est pas un peu précipité ? Les sites olympiques ne sont pas tous connus, mais ils le sont en grand nombre. Dans mon département, on connaît à peu près la carte des sites pour les Hautes-Alpes, autour de Briançon, Montgenèvre et Serre-Chevalier. Donc on y voit clair. Vous avez noté l'article 5, et je souhaiterais revenir sur cet aspect-là. Effectivement, la commission et le texte final proposé au vote du Sénat n'incluent pas les garanties d'un quart pour chacune des régions, parce que justement, vous l'avez souligné, la carte des sites n'est pas totalement connue. Parce que à ce jour, nous n'avons pas une maquette financière totalement stabilisée, et il nous semblait important de ne pas donner un blanc-seing
à la capacité, à la faculté que l'État aurait d'appeler en garantie sur un hypothétique déficit de ces JO. Donc c'est un point important. Pour le reste... On va revenir sur les autres sujets, mais vous pointez l'aspect budgétaire. C'est un aspect qui est important, d'autant que la Cour des comptes a remis hier un rapport sur les JO de Paris 2024 pointant une facture publique à 6 milliards d'euros, un montant plus élevé que prévu. Amélie Oudéa-Castéra, qui était ministre des Sports au moment des JO, qui est désormais présidente du Comité national olympique, s'en défend. On l'écoute. Ce rapport de la Cour des comptes, il montre qu'il n'y a eu ni dérive, ni dépenses somptuaires, ni dépenses injustifiées. Et c'est rare dans un rapport de la Cour des comptes, c'est rare. Donc pour les Alpes 2030, nous aurons évidemment à cœur d'avoir la même discipline, d'avoir la même rigueur. Vous savez que moi, j'ai beaucoup contribué à cette maîtrise des dépenses de la part du COJO. J'ai aussi contribué à ce qu'on aille chercher des partenaires et dans un rôle différent demain, j'aurai à cœur d'aider l'équipe des Alpes 2030 de la même manière, en super bonne intelligence avec les régions et le comité d'organisation. Vous entendez, Amélie Oudéa-Castéra, vous avez vu le rapport de la Cour des comptes hier, c'est un sujet d'inquiétude, le cadre budgétaire de ces JO dans les Alpes françaises, compte tenu évidemment de l'état des finances publiques. Oui, c'est évidemment un sujet. Enfin, pour revenir sur les JO de 2024, c'est un premier rapport, il y en aura un deuxième qui évaluera l'impact indirect et je pense que tout ça va se rééquilibrer. Nous avions également sur les JO de 2024 des perspectives de déficit. Au bout du compte, les premières estimations laissent entendre plutôt un excédent. Donc vous voyez, il faut relativiser les choses. Pour revenir aux Alpes françaises 2030, on est sur une configuration totalement différente, sur 4 départements, sur 2 régions. Et endémiquement, les JO d'hiver ont plus de risques d'être déficitaires que des JO d'été. Ceci étant dit, maintenant, il faut se mettre au travail. C'est l'esprit de cette loi olympique, un cadre juridique qui permet d'agir. Un COJOP qui vient de se mettre en place. On prévoit déjà un déficit pour ces Jeux Olympiques d'hiver. Disons que l'objectif, c'est d'éviter qu'il y ait un déficit et d'avoir un déficit le plus faible possible s'il devait y en avoir un. Pour ça, il faut que le COJOP travaille. La présidente du CNOS vient de le dire. Il est important qu'on aille chercher les partenaires premium, les gold partners, comme ils disent. Donc là, il faut que le COJOP monte en puissance. Mais l'état de nos finances publiques va nous permettre d'organiser ces JO de 2030 s'il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, nous le verrons à l'occasion de la venue du Premier ministre à Briançon à la fin du mois, à l'occasion du comité interministériel de lancement des Jeux Olympiques. Des négociations ont eu lieu entre les régions, les partenaires financiers. Et je pense que le Premier ministre viendra à Briançon pour annoncer un certain nombre de maquettes financières indispensables pour pouvoir avancer. Et on va en parler avec la PCA. Et également avoir une précision, le moment venu aussi, de la carte définitive des sites. Parce que pour pouvoir se projeter sur un coût définitif, il faut qu'on ait la totalité des cartes des sites. Et il peut y avoir des variations significatives en fonction des choix finaux qui seront faits. Sur l'aspect sécuritaire que prévoit ce projet de loi, il faut prendre, Jean-Michel Arnaud, des mesures exceptionnelles comme la vidéosurveillance par algorithme, même si cela remet en cause certaines libertés. En tous les cas, c'est toujours le point d'équilibre. Vous faites allusion effectivement notamment à l'article 35. Lorsque nous regardons le bilan, cela avait été évalué par le Sénat à l'occasion d'une mission portée par Mme de la Gontrie et Françoise Dumont. On avait un bilan mitigé, ça a été peu utilisé. L'idée, à travers le texte que nous proposons et dont nous discuterons cet après-midi au Sénat, c'est de prolonger cette expérimentation jusqu'en 2027 pour voir de quelle manière on peut trouver des bonnes voies de passage et des équilibres entre la nécessaire et absolue nécessité de protéger les sites de tout risque terroriste, de tout risque d'attaques diverses et variées, qu'elles soient d'ailleurs physiques ou virtuelles aujourd'hui, numériques, et faire en sorte qu'à partir de cette nouvelle expérimentation, on puisse voir si on la réimplante pour 2030. En tous les cas, la question sécuritaire pour tous les grands événements, que ce soit des JO, que ce soit des événements importants, culturels, sportifs, de toute nature que ce soit, est un vrai sujet. Et vous avez raison de souligner, le Sénat est historiquement, institutionnellement le garant des libertés individuelles. Et donc, il faut qu'on trouve le bon équilibre avec des préconisations qui avaient été notamment formulées à l'occasion de cette mission, qui est d'avoir un État qui est garant, d'avoir effectivement un accompagnement pour protéger les libertés individuelles et faire en sorte qu'on n'ait pas des dérives à la chinoise. Et on va continuer à parler de ces JO 2030. On va aller voir dans votre département des Hautes-Alpes justement comment ça se passe. On va à Briançon. Bonjour Johan Gavoil, merci beaucoup d'être avec nous, journaliste au Dauphiné Libéré, chef d'agence à Briançon. Johan, vous voulez revenir, vous plus particulièrement, sur l'épineuse question des expropriations. Oui, bonjour à tous, bonjour monsieur le sénateur. Bonjour. Effectivement, il y a 2 points qui s'entrechoquent cette semaine dans l'actualité avec le projet de loi olympique qui démarre au Sénat. Et puis il y aura
En fin de semaine, le vendredi 27 juin, un comité interministériel, vous l'avez dit, à Briançon, délocalisé, en présence du Premier ministre. Moi, je voulais avant tout demander à Monsieur le sénateur, sur ce dernier point, sur ce comité interministériel, quelles sont vos attentes, quelles annonces espérez-vous du gouvernement et quel doit être l'engagement de l'État ? D'abord, la veille de ce déplacement, nous aurons un texte certainement voté au Sénat qui fixera le cadre. Et ça, c'est déjà un point important parce que pour pouvoir avancer et décliner un certain nombre d'opérations, d'aménagements, très léger d'ailleurs, et j'y reviendrai sur le Briançonnais, le cluster de Briançon, il faut avoir un cadre légal. Et ce cadre légal sera normalement fixé au moins en première lecture, ira ensuite à l'Assemblée nationale en septembre pour, je l'espère, un texte définitif qui permettra de cadrer l'ensemble des dispositifs pour le début d'automne. Pour répondre à votre question, ce que j'attends moi du comité interministériel, c'est d'abord une mobilisation des services de l'État autour des ministres. 4 ministres feront le déplacement, le Premier ministre viendra également sur Briançon. Je crois savoir que des négociations ont été engagées entre les deux régions pour fixer les enveloppes financières et les contributions de chacun, notamment sur les questions de mobilité, chemin de fer, sur les questions de routes départementales, de routes nationales. Et puis évidemment, viendront les temps des discussions sur le financement et le budget du COJOP. Donc moi, j'attends d'abord une clarification de ce point de vue-là. Deuxièmement, j'attends également que l'État ait une position, à travers l'intervention du Premier ministre et des ministres, claire à l'égard des populations locales. Ce dossier est un peu particulier parce qu'il est parti sur la base d'une candidature de 2 régions sans qu'il n'y ait eu véritablement de concertation locale, de mobilisation de la population pour des questions de calendrier. Donc il est important également que la parole de l'État avec les acteurs locaux, j'inclus évidemment le mouvement sportif, j'inclus les acteurs locaux socio-professionnels, j'inclus également les associations d'intérêt général qui se mobilisent et qui ont évidemment des choses à dire sur ces JO, pour que celles et ceux qui sont contre les JO, ils seront contre, ça fait partie du jeu, mais celles et ceux qui, tout en étant contre, se disent les JO vont avoir lieu, qu'on voit de quelle manière ils peuvent être les plus sobres possibles, les plus sobres en termes environnementaux, les plus sobres en termes financiers, et que ce soit une réussite pour les territoires, et notamment pour les Hautes-Alpes, qui n'ont jamais bénéficié de grands événements sportifs, et c'est probablement l'occasion aussi d'accélérer les mobilités et les évolutions sur les mobilités, je pense en particulier au chemin de fer, et il y aura un gros volet chemin de fer pour la desserte, notamment Marseille-Briançon, et je crois que c'est bon pour l'héritage aussi, auquel on aspire tous à l'occasion de ces Jeux. Yoann, vous avez une autre question ? Oui, vous l'avez dit en plateau, l'un des points de ce projet de loi olympique qui pourrait cristalliser le débat, c'est l'article 15 relatif aux expropriations en cas d'urgence. Monsieur le sénateur, vous le savez très bien, dans les Alpes, les prix de l'immobilier sont élevés, l'attachement à la terre est profond, et toutes ces questions qui entourent le foncier ne risquent-elles pas de provoquer justement des tensions ? En tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que cet article-là existait à peu près en des termes identiques pour les JO de Paris. Vous noterez qu'il y a une densité très forte à Paris. On n'a pas été obligé de mobiliser cet article. Donc ça n'empêche pas qu'il y aura des procédures classiques. C'est en cas de blocage sur 1 ou 2 points qui pourraient être épineux que cette capacité pourrait être levée. Dans le cas d'espèce sur le Briançonnais, notre département, Monsieur Gauvol, vous le savez, c'est essentiellement Fort-des-Têtes qui sera l'élément principal. C'est un monument historique, donc il n'y aura pas de destruction de biens existants. Et sur la voie, sur la vallée de la Guisane, c'est-à-dire sur Serre-Chevalier, c'est essentiellement effectivement des terrains. Il n'y a pas d'immobilier proprement dit. Par contre, vous avez noté un point important qui est un axe central pour ces JO sur toutes les Alpes, des Alpes-Maritimes jusqu'en Haute-Savoie, c'est la problématique du logement, qui est un sujet un peu récurrent, une sorte de marronnier ici au Sénat, où effectivement, avec Valérie Létard, nous avons un chantier à mener sur les DPE, sur la valorisation des logements saisonniers et sur la capacité qu'on a aussi à avoir un programme à l'occasion de ces JO pour faire en sorte que des lits froids deviennent un peu chauds et deviennent également chauds pour des résidents permanents. Parce que vous l'aurez noté, dans le nord du département, aujourd'hui, on a une population plutôt en baisse, ce qui démontre bien qu'il y a une adéquation entre les besoins des populations locales et l'offre de logement telle qu'elle existe aujourd'hui. Et c'est probablement un des enjeux majeurs que nous aurons à relever d'ici 2030. Merci beaucoup, Yoann. On regarde la une du Dauphiné dans son édition des Hautes-Alpes, station du CNUS, stop ou encore. C'est une consultation citoyenne en cours pour savoir si la station peut survivre et de quelle manière. Merci beaucoup, Yoann, d'avoir été avec nous. Merci Jean-Michel Arnaud. Merci d'avoir été avec nous pendant cette demi-heure. L'examen du texte au Sénat, c'est à suivre jusqu'à au moins demain pour ces JO 2030. Et merci Alex. On se retrouve dans 25 minutes. Voilà, et on verra que le maire reste l'élu local préféré des Français. Et ce sera évidemment à suivre dans le club Baromètre Doxa. On va revenir tout de suite sur l'échec du conclave sur les retraites avec notre invité Patrick Caner, président du groupe socialiste au Sénat, nous rejoint.